Marie-Amélie, bonjour et bienvenue. Et je vais même régler l'écran pour qu'on vous voit bien. Parfait. Ah, on n'a pas tous la même taille, c'est comme ça. Marie-Amélie, bienvenue. Merci beaucoup. Merci Caroline, bonjour à toutes et à tous. Marie-Amélie, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur. Alors, plusieurs casquettes. Déjà, me présenter en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, puisque j'ai participé à 4 reprises aux Jeux paralympiques d'été en para-athlétisme sur des disciplines de sprint et de saut. Je suis triple championne paralympique et quadruple championne du monde. Actuellement, puisque j'ai mis fin à ma carrière il y a maintenant 3 ans, je suis présidente du comité paralympique et sportif français. Donc, nous sommes chargés d'accompagner l'équipe de France, en tout cas de conduire la délégation lors des Jeux paralympiques d'été et d'hiver, et également de développer l'offre sportive pour les personnes en situation de handicap. Et ça va être un peu au cœur de nos échanges aujourd'hui. J'ai une troisième casquette qui est que je suis salariée du groupe EDF depuis près de 10 ans maintenant. Eh bien, impressionnant. Merci en tout cas de nous offrir la possibilité d'écouter votre témoignage. Et justement, on a quelques questions pour vous. Déjà, la première, Marie-Amélie, pouvez-vous nous en dire plus sur la place qu'occupe le sport dans votre vie en tant que personne en situation de handicap? Alors, vous l'aurez compris au travers de mon premier témoignage, forcément, le sport occupe une place importante et j'ai envie de vous dire, le sport a joué une place déterminante dans mon parcours de vie. En fait, il faut revenir 20 ans en arrière. Donc moi, c'est un handicap acquis puisque c'est un handicap qui est arrivé à la suite d'un accident de la circulation et à ce moment très important finalement de l'acceptation du handicap, le sport va avoir pour moi un rôle moteur en deux sens. Le premier déjà, c'est que le sport va donner justement un nouveau sens à ma vie, va me permettre très rapidement de me fixer un objectif court terme qui a été accéléré par des faits et des rencontres, de devoir recourir dans les 5 mois qui suivent mon accident. Donc, ça a été vraiment un moteur, un objectif à atteindre, ce qui nous a permis finalement de assez peu vivre les périodes de colère, la période de déni et d'être très rapidement dans l'acceptation de la situation. La deuxième chose, et ça pour être totalement honnête avec vous, je pense que je l'ai compris des années plus tard, le sport a aussi eu pour moi la capacité de m'accepter comme j'étais, de me comprendre comme j'étais devenue pour plusieurs facteurs. Déjà parce que quand j'avais ma prothèse de ville, je sentais bien que le regard des gens, il était empathique, pathos. Il était toujours un petit peu dans la tristesse et dans la compassion. Et dès l'instant que je mettais la lame de sport, le regard des gens, il changeait. Il devenait admiratif. Et tout de suite, en fait, les superlatifs qui étaient utilisés, la sémantique qui était utilisée, était plutôt celle du courage, de la performance, du dépassement de soi. Et donc, finalement, cette sémantique-là, elle me permettait, en tant que jeune adolescente, de garder confiance en moi, de continuer à avoir des rêves. Et ça, c'est important. Et le deuxième effet que ça a eu, c'est finalement de m'aider, au travers de l'acte sportif, à découvrir les vraies limites de mon corps. C'est-à-dire qu'il y avait celles que la société me donnait, il y avait celles que les médecins finalement me disaient avoir. Et puis, il y avait cette expérimentation dans le sport qui m'a fait comprendre que finalement, mon champ des possibles, il était bien plus vaste, bien plus étendu que ce que la société me laissait entendre. Voilà. Donc ça, c'est le sport, la place du sport dans ma vie. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, dès l'instant qu'on met des personnes en situation de handicap dans l'action sportive, c'est ce qu'elles vont ressentir, c'est ce qu'elles vont découvrir. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer à encourager l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, parce qu'elles vont se révéler. Elles vont se révéler à elles-mêmes, elles vont réussir à s'affranchir de certains codes, elles vont développer leur autodétermination, elles vont développer leur autonomie, à la fois physique, psychique et mentale. Alors, on ne va pas faire disparaître la situation de handicap, soyons quand même lucides, mais en tout cas, on va en améliorer l'acceptation au quotidien. Deuxième fait absolument important, notamment dans la transition que nous sommes en train de connaître dans ce sport inclusif, c'est de favoriser la rencontre. Et si demain, finalement, nous avons des clubs sportifs qui sont inclusifs, nous pratiquerons du sport ensemble. Et
ancrer ensemble des souvenirs sportifs, c'est accepter finalement, apprendre à vivre avec la différence et tout simplement se dire que pour vivre un moment avec une personne en situation de handicap, faut juste faire appel à son bon sens et c'est des choses qui sont relativement simples quand bien même pendant des années on a vécu de façon totalement séparée. Eh bien, merci beaucoup pour ces premiers éléments. Mais du coup, j'ai une autre question à vous poser par rapport à votre vie professionnelle, du coup, le choix du parcours en entreprise. Sur quelles compétences vous avez été recrutée? Comment ça s'est passé? Alors, on va se dire clairement les choses, Caroline. Moi, j'ai été recrutée pour ma situation de handicap. Mais attention, pas pour le quota des 6%, parce que oui, j'ai eu la chance de rencontrer en fait dans mon parcours de vie un manager un peu visionnaire, un peu nouvelle génération, c'est-à-dire que lui, quand il a vu Marie-Amélie Le Fur qui avait envie de travailler parce que c'était mon choix. Moi, j'ai souvent nagé à contre-courant et pendant en fait 18 mois, j'ai été une sportive de haut niveau professionnelle, sauf que ça correspondait pas à mon état d'esprit, ça correspondait pas à ce que j'avais besoin pour me construire sereinement en tant qu'athlète. Donc, j'avais besoin de travailler à côté du sport et donc j'en ai fait la demande à un de mes plus grands partenaires qui était à l'époque EDF. Et cette demande va arriver aux oreilles d'un directeur d'unité locale qui, quand il reçoit la demande, va étudier un petit peu mon parcours, va regarder ce parcours de vie. Et lui, quand il voit que j'ai subi à l'âge de 15 ans un accident de la circulation, que j'ai été capable de traverser cette épreuve et finalement de surmonter mon handicap, il va y lire des compétences, des capacités qu'on peut bien évidemment apprendre à l'école au travers de diplômes spécifiques. Mais lui, voilà, va estimer que ça va me conférer une légitimité pour occuper un poste qu'il veut créer au sein de sa centrale, qui est un poste de conduite du changement. Donc, il a su lire en fait finalement dans ce parcours et cette situation difficile que j'ai vécue un niveau de compétences nouvelles. Et je pense que ça, c'est aussi finalement des capacités à recruter vers lesquelles on doit tendre. Et c'est de comprendre que la situation de handicap, c'est pas nécessairement un moins. Déjà et d'une, si on arrive à travailler l'environnement de notre entreprise, l'environnement physique, la façon de manager, les méthodes avec lesquelles on travaille, on peut déjà faire en sorte que la situation de handicap de la personne, elle s'exprime moins. Et donc, qu'elle ne soit pas un frein finalement à l'enjeu de performance et que ce soit totalement lissé dans le travail salarié. Et quand on pousse la réflexion au bout, et ça a été le cas de ce directeur d'unité, finalement, votre situation de handicap, elle peut aussi se révéler être un atout parce qu'elle vous confère des compétences particulières, l'adaptabilité, une vision nouvelle de la vie, un sens du lien à l'autre qui est totalement différent. Et la seule chose que vous avez à faire en tant qu'entreprise, c'est à le comprendre, à le mesurer et derrière le mettre à profit de vos collaborateurs et finalement de la performance collective. Merci beaucoup. Effectivement, ça fait sens et ça va aussi dans le sens des propos que Philippe évoquait tout à l'heure sur du coup l'accueil d'une personne en situation de handicap dans votre entreprise et dans le milieu professionnel. Et concernant maintenant l'après sur le parcours sportif, il y a un point essentiel dans la carrière d'un athlète, c'est la reconversion. Que se passe-t-il quand le parcours sportif s'arrête? Quelle est du coup l'importance pour vous? Quelle est son importance de cette reconversion dans le parcours de vie professionnelle des athlètes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour moi, j'ai envie de dire que ça s'est bien passé parce que je suis encore en transition. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai été athlète, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai effectivement arrêté ma carrière sportive il y a 3 ans. Mais là, je suis encore, en fait, avec un pied dans l'entreprise, un pied dans le monde du sport puisque j'ai cette fonction, cette casquette de dirigeante du mouvement sportif. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre dans mon parcours, c'est que c'est quelque chose, la reconversion que j'ai anticipée très tôt. Je l'ai anticipée en fait dès mon plus jeune âge, déjà en prenant conscience que la carrière d'une vie d'athlète de haut niveau, à un moment donné, elle s'arrête et que si on veut exister dans la société de demain, il faut développer ses compétences et notamment suivre un parcours scolaire. Donc moi, le choix que j'ai fait, c'est finalement d'arriver à aménager, suivre mes études, des études qui me plaisaient pendant ma carrière sportive. Donc tout ça, je l'ai mis en place jusqu'à l'année 2011. J'ai suivi un master. Après, moi, j'ai jamais fait de demande d'aménagement d'études, c'est-à-dire que je n'ai pas dédoublé les années, j'avais pas un cursus spécifique, mais c'est désormais des choses qui sont possibles pour les sportifs de haut niveau et bien évidemment
qu'il faut encourager. C'est important. Et sur ce niveau-là, voilà, il y a aussi un appel finalement aux différentes fédérations, quand bien même elles sont maintenant très engagées dans le processus, de rappeler que on doit inciter, on doit encourager, on doit, pour ne pas dire imposer à nos sportifs d'avoir ce double cursus, quitte à finalement faire un bac en 5 ans, voilà, quand il faut dédoubler les années. Voilà. Donc, il y a des choses qui existent dès le cursus scolaire, ça c'est important. Et puis, il y a la période finalement où après, on va commencer à rentrer en entreprise. Et moi, c'est une difficulté que j'ai ressentie, c'est que quand je suis arrivée en entreprise, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je travaillais dans le nucléaire. Donc, j'étais une femme jeune, handicapée et sportive de haut niveau qui arrivait dans le nucléaire. Donc, globalement, j'avais quand même pas mal de boulets à mes pieds. Le fait d'être une femme n'a posé aucun problème. Le fait d'être en situation de handicap non plus, parce que je suis arrivée vraiment dans une entreprise qui était bienveillante. Par contre, le fait d'être sportive de haut niveau n'était pas très bien appréhendé. On ne savait pas exactement comment faire. Et la seule chance que j'ai eue, c'est d'avoir un manager finalement qui a voilà, réussi à bien organiser mon temps de travail. Je travaillais à mi-temps, faire en sorte que ce soit pertinent dans les fonctions que j'utilisais, mais aussi pertinent dans le rythme de charge de travail que je devais mettre en place. Donc tout ça, c'est aussi de se dire que finalement, accueillir un sportif de haut niveau dans son entreprise, accueillir une personne en situation de handicap dans son entreprise, c'est déjà mettre des mots sur la situation, c'est en échanger, c'est faire preuve de bienveillance, c'est faire preuve d'écoute, mais sans être laxiste sur l'exigence. Et ça, moi, j'y suis vraiment très attentive. Voilà, il faut avoir cette même exigence de l'objectif, de la réussite et de la performance dès l'instant que l'environnement est adapté à la personne en situation de handicap. Donc voilà, moi, c'est des choses qu'on a préparées, qu'on a travaillé avec le management de proximité. Après, les conseils que j'aimerais donner peut-être pour d'autres entreprises ou pour les sportifs de haut niveau dans le futur, c'est de voir comment on peut incarner en fait un peu ce statut de l'alternance sportive de haut niveau. Je m'explique. En fait, quand on parle d'alternance, globalement, le monde de l'entreprise comprend exactement de quoi on parle. Et ben, quand vous accueillez en fait un sportif de haut niveau en entreprise, et ben, c'est exactement la même chose. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Et si vous le préparez suffisamment avec lui, et ben, finalement, vous arrivez à avoir ce rythme d'alternance qui permet d'être cohérent avec les fonctions, avec le poste. Donc, c'est vraiment voilà, d'arriver à parler le même langage entre le sport et entre l'entreprise, et la notion d'alternance elle se développe. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille aussi actuellement sur une vraie alternance des sportifs de haut niveau, ce qui leur permet aussi d'avoir et les études et l'entreprise et le sport. Donc, il y a des progressions en ce sens. Après, il y a aussi une autre réalité qui est que dans certains sports, dans certains profils de sportifs, travailler en parallèle du sport ne va pas être possible. Et là, peut-être qu'on peut agir sur un temps 2, c'est-à-dire qu'on laisse le sportif faire ses études. Après, il se consacre pendant des années au sport. Et puis, quand on est à 1 an, 2 ans du décrochage, de la retraite, commencer à faire des immersions en entreprise. Commencer à offrir finalement aux sportifs la découverte, la connaissance de l'entreprise, des entreprises, du milieu professionnels, en faisant comme ça des entreprises données dans des secteurs d'activité. Et tout ça doit se préparer avec les entreprises, avec les fédérations et avec l'Agence nationale du sport. Dernier point, et ça c'est absolument essentiel, c'est de comprendre que quand vous prenez votre retraite, quand vous êtes sportif de haut niveau, en situation de handicap ou pas d'ailleurs, vous changez d'identité sociale. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que c'est pas juste un changement professionnel, c'est que vous allez vraiment changer de statut social. Et pour nous, c'est vraiment une mise à la retraite. Voilà, on doit fermer une page de notre vie et en ouvrir une totale nouvelle qui est vraiment une page blanche pour nous. Et tout ça, ça doit aussi s'accompagner parce que voilà, vous devez prendre conscience de vos compétences, de vos connaissances, vous devez retranscrire ce que vous avez appris dans le sport dans votre métier de demain, et ça doit être mieux accompagné, notamment pour certaines personnes, peut-être par des psychologues, voilà, pour vraiment avoir un suivi psychologique de cette démarche-là. Et un dernier point, et je vous assure que ce sera vraiment le dernier sur cette question-là, mais c'est de comprendre que la réalité pour les sportifs de haut niveau en situation de handicap, elle est plus difficile. Parce qu'en fait, vous vous heurtez à une double difficulté qui est celle que vous êtes un sportif de haut niveau, et on vient d'en parler, la reconversion, elle n'est pas facile, et que vous avez la difficulté de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Et pour autant, vous avez une richesse, je vous l'ai partagé, vous avez une richesse du parcours, de la vision que vous pouvez mettre à profit des entreprises. Donc, on a vraiment besoin aussi que ce soit les entreprises qui viennent vers nous, qui soient allantes, qui fassent cette démarche-là pour nous aider à franchir cette transition.
Merci beaucoup, Marie-Amélie. C'est important aussi de passer ces messages à vous, entreprises qui nous regardez, parce que vous avez un rôle à jouer dans l'accueil des sportifs au moment de leur alternance, de leurs études, de leur immersion qui était évoquée. On y reviendra, il y a des outils et des dispositifs pour vous y aider, justement. Marie-Amélie, peut-être d'autres éléments, peut-être d'autres messages que vous souhaiteriez nous partager aujourd'hui? Peut-être ce que vous venez de dire, et vous rentrerez après un petit peu plus tard dans les détails, Caroline, c'est de se dire que voilà, il y a des dispositifs existants. Contrairement à ce que l'on pense, et en tout cas que moi j'entends régulièrement, beaucoup de personnes estiment qu'il n'y a rien qui est fait pour la reconversion des sportifs de haut niveau. À titre personnel, je ne partage pas totalement cette vision, et je pense que la suite de ce webinaire va vous le démontrer. C'est juste qu'il y a une méconnaissance des différents acteurs, des dispositifs existants. Il y a des dispositifs à destination des sportifs. Il y a des dispositifs aussi qui peuvent être mobilisés par les entreprises, aussi bien sur le champ du handicap que sur le champ des sportifs de haut niveau. Donc déjà, c'est de donner à connaître tous ces dispositifs. Et bien évidemment, et c'est le travail qui est en cours, notamment avec la convention multipartite qui va être signée et que vous nous présenterez tout à l'heure, voilà, c'est d'avoir une continuité de l'évolution des différents acteurs. La deuxième un peu appel à mobilisation que j'aurais envers vous, les entreprises, c'est de continuer à être à nos côtés, aux côtés du mouvement sportif, pour aussi faire connaître et aider au développement du parasport. Pourquoi? Parce que le parasport, et je vous l'ai partagé au tout début de mon intervention, ça va être un élément clé dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que vous, entreprise, vous cherchez à recruter des compétences. Et qu'est-ce qui se passe dans le parcours de vie d'une personne en situation de handicap? C'est qu'elle vit dans une société qui est encore empreinte de préjugés et de discrimination, qui, très rapidement dans le cursus, peut générer de l'autocensure, peut générer un décrochage scolaire de la personne en situation de handicap. On le voit par le niveau de diplôme des personnes en situation de handicap, et peut-être que Philippe me corrigera sur mes statistiques, mais je crois de mémoire que seuls 36% des personnes en situation de handicap atteignent le niveau bac et bac plus. Voilà. Donc, dans un monde… Ça s'améliore, mais c'est ça. Voilà. On a une confirmation. On est malheureusement, j'ai envie de le dire comme ça, on est encore dans les bonnes statistiques. Voilà. Donc ça démontre bien qu'il faut qu'on aille générer ce niveau de compétence des personnes en situation de handicap. Et pour ça, il faut agir sur l'autocensure qui peut se créer dès le parcours scolaire, dès le collège. Et encore une fois, je ne dis pas que le sport est le remède à tout, mais le sport peut être un levier pour raccrocher justement des jeunes à la scolarité, parce qu'on leur redonne confiance en eux, parce que on les met dans un secteur où ils vont être en réussite, et cette réussite qu'ils connaissent dans le sport va faire effet boule de neige dans leur confiance en eux pour suivre d'autres projets, et notamment des projets de vie adaptés à leurs compétences, à leurs besoins et à leur envie. Merci beaucoup, Marie-Amélie, pour ce témoignage très riche, et je pense que les messages sont passés. Et pour accompagner ces messages aussi, et puis rentrer dans l'opérationnel, on va vous donner un certain nombre d'outils, d'aides, vous allez voir, pour pouvoir vous accompagner sur cette voie-là. Merci beaucoup pour votre témoignage.